Parmi les techniques qui existent pour décaper les circuits intégrés dans le but d'exposer leur puce de silicium, il y a celle que j'utilise quasiment à chaque fois, qui est l'acide sulfurique, mais qui nécessite une bonne préparation parce qu'elle est assez dangereuse. Il y a aussi celle du mini chalumeau qui s'avère être plutôt efficace si on s'y prend bien. Et il y a celle à base d'un puissant laser. Et sur le papier, elle est assez intéressante et relativement facile parce qu'il suffit de laisser le laser brûler soigneusement le boîtier de polyépoxyde, sa surface, en faisant un certain nombre de passages dessus et en nettoyant les résidus entre chaque passe. Alors quand je parle de puissant laser, évidemment, c'est pas ce qu'on trouve dans les Blu-ray ou ni même les graveuses laser de premier prix. Je parle de lasers de plusieurs dizaines de watts, voire même des lasers au CO2. Personnellement, je dispose d'une graveuse laser avec un laser de 450 nanomètres et d'une puissance de 15 watts, ce qui est le maximum pour ce type de petite machine. Elle est même capable de graver sur certains métaux. Donc je vais faire l'essai avec et tenter de m'adapter au fur et à mesure des résultats pour voir dans quelle mesure c'est une technique que je pourrais à l'avenir ponctuellement utiliser plutôt que l'acide sulfurique chauffé à 140 degrés. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon ressenti avec une petite conclusion. Et le cobaye du jour sera ce boîtier Fujitsu parce que je l'ai déjà en plusieurs exemplaires. Il s'agit d'un CPLD, un circuit logique programmable. Voici donc le laser de classe 4 qui va nous servir pour ces expérimentations. Comme l'indique son étiquette, c'est un laser bleu à 450 nanomètres d'une puissance de 15 watts. Tout en haut se trouve son circuit de pilotage qui est essentiellement de l'électronique de puissance en SMD compactée sur une carte qui a le même diamètre que le corps en alu du laser. Et en dessous du circuit se trouve un petit ventilateur pour dissiper la chaleur émise. C'est un laser à focale fixe qui est réglé pour un point de focus à une distance de 18 mm. Le laser a donc été ajusté à la hauteur requise juste au-dessus du boîtier et je peux lancer la première passe. Alors il est bien évident que je ne vais pas pouvoir montrer l'ensemble du processus en temps réel parce qu'il va y en avoir pour un certain temps et ça va aussi se répartir sur plusieurs passes. Donc on va un peu accélérer et vous remarquerez sans doute un phénomène intéressant qui est que la découpe produit une petite plaque fine qui est en train de se soulever sur le boîtier. Et à la fin de cette première passe, voici ce que ça donne. Alors on se rend mieux compte de son épaisseur qui doit faire à peu près un demi-millimètre. Je vais essayer de la retirer sans la briser. C'est pas évident parce qu'elle est calcinée donc ça la rend très fragile. Vous voyez aussi qu'il y a une partie blanchâtre qui elle par contre ne s'est pas détachée. En tout cas si des tranches se forment et se détachent comme ça à chaque passe, ça va être en effet très intéressant. Je viens de finir la seconde passe et comme vous le voyez, cette fois la surface s'est calcinée mais ne s'est pas du tout détachée, au contraire elle s'est même presque agglomérée, ce qui oblige donc de la gratter avant de pouvoir lancer la troisième passe. Et là vous constatez comme moi que si c'est ça à chaque fois, ça sera beaucoup moins intéressant que ce que je pensais, contrairement à ce que je viens de dire il y a quelques secondes. Donc au bout de 3 minutes, voilà ce que j'ai obtenu. Je lance maintenant la troisième passe. Et rebolote, aucun morceau ne s'est détaché, il faut à nouveau gratter la surface pour retirer l'époxy calciné. Franchement, pas sûr que j'ai envie de faire ça après chaque passe. Et avant la quatrième, j'y passe un petit coup de Dremel avec une brosse souple pour bien faire en sorte qu'il ne reste plus rien de la passe précédente. Cinquième passe en cours. Et là, je commence à apercevoir un dénivelé sous lequel il y a la puce de silicium. Pour info, ça fait environ 45 minutes que j'ai lancé la toute première passe. Avec la technique à base d'acide, ça serait terminé depuis un moment. Voilà, on aperçoit mieux maintenant le dénivelé en question au centre du boîtier. Et c'est toujours aussi contraignant de retirer la surface blanchâtre et en plus, je dois faire attention de ne pas endommager la puce au centre. Vous apercevez là les connecteurs internes qui relient les broches du boîtier aux points d'attache qui sont tout autour du circuit intégré. On est maintenant à la 7e passe, oui je vous ai épargné la 6e qui avait rien de particulier. Par contre ici l'emplacement de la puce se révèle encore un peu plus. Et après avoir creusé les parties blanchâtres qui reviennent après chaque passage du laser, j'affine avec la brosse souple pour nettoyer sans dégrader. Bon voilà, j'irai pas plus loin dans le cas de ce boîtier, vous voyez que la puce est bien dégagée. Il manque par contre tous les minuscules connecteurs qui relient les broches au point de connexion de la puce. Par contre, ces résidus de résine calcinée sont un vrai problème et rendent la puce inexploitable à l'observation et j'ai pas trouvé le moyen de les retirer sans dégrader le silicium en dessous.
Et c'est quand même ça qui remet en question toute la méthode, car le but est quand même de pouvoir observer la puce au microscope dans tous ses détails. Donc puisque j'ai pas d'autre option, je vais la porter à très haute température avec le mini chalumeau pour voir si ça dissout les résidus qui restent. Ça n'endommage bien entendu pas le silicium dont le point de fusion est de l'ordre de 1414 degrés Celsius alors qu'on atteint là environ 1300 degrés. Par contre, l'inconvénient, c'est que la puce va se détacher de son socle car la pâte qui sert de colle ne résiste pas à plus de 1000 degrés. Et oui, j'en ai pas encore fini, ces résidus sont vraiment tenaces. Voilà, au final, je parviens à les retirer de la surface, mais elles gardent quand même les séquelles faites par les brûlures directes de l'époxy par le laser. Et à titre de comparaison, vous la voyez là en très gros plan, elle mesure 4 mm de côté, on voit encore mieux les résidus organiques. Et voici celle d'un second boîtier identique qui, elle, a été extraite avec l'acide sulfurique à 140 degrés. La surface est propre et ça a pris environ 10 minutes. Et comme je suis curieux de nature, je vais quand même tester cette méthode sur 3 chip-on-board. Vous savez, ce sont ces puces qui ne sont pas dans un boîtier mais juste sous une goutte noire d'époxy directement coulée sur le circuit imprimé. J'ai dû auparavant retirer tous les composants pour que la carte mère soit bien à plat sous le laser et je pense que l'exercice va être intéressant à observer. Je commence par le premier des 3 circuits. Le rendu est un peu plus spectaculaire parce que le laser brûle forcément tout ce qui est autour de la goutte noire, ce qui provoque cette petite flamme qui suit inévitablement le mouvement de va-et-vient du laser. Alors je retire ce circuit après 2 passes consécutives. Donc ce que j'observe, c'est que la puce s'est détachée de son socle, peut-être qu'une seule passe aurait suffi. Là, vous voyez, elle n'y est plus et toute la surface couverte par le laser a bien brûlé. Donc la puce n'était pas perdue, elle était juste tombée au moment de prendre le circuit. Donc en gros plan, ça nous donne ça. Et elle aussi, elle est quand même bien imprégnée d'époxy et je pense que je vais un peu galérer pour la nettoyer. Comme tout à l'heure, autant directement la passer au chalumeau, ça devrait déjà épurer un peu plus sa surface. On revient sous le microscope et je vais finir de la nettoyer avec de l'eau déminéralisée. Et malheureusement, je n'aurai pas mieux que ça, et ça c'est pas exploitable non plus. Passons au second des 3 circuits imprimés, et cette fois je ne vais effectuer qu'une seule passe et non pas 2 successives. Ce coup-ci, la puce est restée en place, bien qu'elle ne soit plus attachée à son socle. Par contre, elle est encore une fois particulièrement sale, donc je dois aussi la nettoyer délicatement, bien que cette fois, je ne l'ai pas passée au chalumeau avant. Voilà au final ce que j'obtiens, et c'est assez médiocre, il faut bien le dire. Troisième et dernière tentative, avec cette fois une puce qui me semble un peu plus large que les 2 autres. Vous pouvez voir comment le laser consume progressivement la goutte de polyépoxyde. Cette fois, la puce est restée bien en place sur son socle et ce qui est intéressant, c'est que l'époxy est devenu comme de la cendre et quand je gratte délicatement, la puce se révèle à nous. Mais je pense qu'après coup, elle sera tout aussi difficile à nettoyer. Voilà ce que ça nous donne finalement et ça n'est pas plus exploitable que les 3 précédentes. Donc à titre de comparaison, je vais vous montrer avec quelle efficacité ça se passe en attaquant directement la goutte au chalumeau et on va le faire sur ce petit circuit. Je précise qu'il faut bien se protéger le visage avec un masque à gaz pour éviter de respirer les émanations de tous les produits chimiques que contient ce circuit et dont vous voyez les traces tout autour. À ce stade, la goutte d'époxy est complètement calcinée, ce qui est bon signe car elle va se désagréger très facilement. Et je vois tout de suite apparaître la puce de silicium. Et après un petit nettoyage sous quelques gouttes d'eau déminéralisée, on peut observer au microscope que la surface est déjà propre, sans résidus organiques. Même sous un fort grossissement, donc contrairement aux 4 autres puces, celle-ci est tout à fait observable.
Bon voilà, comme vous l'avez vu, avec ce type de laser, c'est quand même loin d'être la technique idéale pour ce genre d'application. J'ai quand même trouvé particulièrement contraignante avec beaucoup de manipulations à faire. Vous l'avez vu, pour le boîtier Fujitsu, il a quand même fallu 7 passes, avec beaucoup de manipulations entre. Au final, ça a pris un peu plus d'une heure et quart. Comparé à ce que je peux obtenir avec de l'acide sulfurique, vraiment en 10-15 minutes c'est plié avec une surface qui est propre et tout à fait observable, ce qui n'est pas du tout le cas de tout ce que j'ai pu faire avec le laser de 15 watts. Alors bien entendu, je sais que dans les laboratoires qui font du reverse engineering de circuits intégrés, il existe des machines très coûteuses et spécialisées à base de laser qui font un travail de décapage tout à fait convaincant. Le but ici, c'était de savoir si on pouvait s'en sortir avec une machine grand public et un laser qui reste abordable. Et clairement, pour moi, la réponse est non. Voilà, en tout cas, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Si c'est le cas, ça sera sympa de votre part d'y mettre un petit pouce bleu ou de le partager. Ça permettra à la vidéo d'être encore mieux référencée dans le moteur de recherche. A très vite.